Alors, les églises dites mosaïques par leur sociologie, leur dynamisme, leur forme d'expression et leur pérennité forcent à repenser l'altérité. Que révèle-t-elle sur les identités collectives, parfois collaboratives, abordées dans un regard croisé entre elles et la société globale? Mon propos, je vous disais donc, est à la lisière entre plusieurs points de vue. Je commencerai par une anecdote imprécise car les sources historiques pour la fixer me manquent. Il semblerait, je parle au conditionnel, c'est pas l'exactitude qui m'intéresse, mais ce qu'il faut en tirer. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre rencontrait parfois des difficultés de communication avec le continent. Météo, brouillage, aléas techniques pouvaient l'expliquer. Dans une de ces situations, il semblerait qu'un opérateur anglais de télécommunications déclare « Le continent est coupé de nous ». Qui était coupé de qui? Cette anecdote interroge sur la matrice que nous avons pour construire la perception de l'autre en fonction de la situation, du contexte, du point de vue. Et le point de vue au sens même physique. Comprendre les regards sur les communautés mosaïques implique d'observer les points de vue externes, mais aussi les dimensions, les champs de force internes qui les traversent. L'exemple cité hier avec les églises malgaches, d'ailleurs, l'illustre pleinement. Je poserai la réflexion par un retour sur des mots que nous utilisons souvent pour qualifier les relations entre les cultures. Je prolongerai par des points de vigilance qui en découlent. Et enfin, terminerai sur des remarques permettant d'interroger l'importance à donner à la culture comme un élément structurant des actions des individus dans et hors des églises dites, par exemple, mosaïques. Une grosse difficulté est la définition de la culture. Alors, je vous propose, je vais juste passer à la diapo suivante, en fait, voilà. Quelques définitions. La première est une qui assez ancienne, qui fait, voilà, je l'attends, une qui fait autorité en anthropologie. C'est celle de Taylor sur la culture. La culture, donc, est ce tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes, ainsi que toutes les autres dispositions et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Elle a été transformée, mais voilà, il finissait acquise par l'homme dans son état social. Vous voyez, on a une définition qui est très énumérative. Oui, parce que c'est assez complexe de s'en sortir, surtout au 19e siècle où les rencontres entre cultures différentes étaient encore problématiques pour les analystes. Quand je demande à mes enfants comment tu peux découvrir les sentiments que tu as, c'est compliqué. La formule énumérative est une sortie assez efficace. Finalement, plus tard, l'UNESCO fait pareil. Dans sa définition, par sa déclaration de Mexico, la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Énoncée par l'UNESCO, par la Conférence mondiale des politiques culturelles, elle a évidemment une dimension politique. Et cette dimension politique de l'UNESCO a des enjeux pratiques de reconnaissance et de valorisation. Elle tend peut-être, je ne le ferai pas, à glisser sur le concept d'un arrêt, finalement, de la culture, comme étant un bien, comme étant un ensemble où les interactions politiques et économiques la transforment, des fois, dans une évolution consumériste. Les sociologues aiment bien la définition de Becker. Becker, chercheur de Chicago, collègue de Goffman, dont il a été fait allusion hier en parlant de stigmate, présente la culture comme un ensemble des types auxquels tendent à se conformer. Ah oui, j'ai un problème de pile, voilà. Merci. Je touche à rien, voilà. Tendent à se conformer les significations que les différents membres de la société attribuent
à un même acte ou un même objet. Voulant comprendre d'ailleurs ce qui est l'objet souvent de son travail, les minorités, souvent étiquetées par une majorité ne partageant pas les mêmes normes et valeurs, Becker ajoute que leur culture se constitue chaque fois qu'un groupe de personnes mène une existence en partie commune avec un minimum d'isolement par rapport aux autres, une même position dans la société et peut-être un ou deux ennemis communs. Ces définitions sont systémiques, comme on dit. Elles fonctionnent ensemble. Ainsi, la culture ne peut, a priori, être approchée comme un espace organisé en silos, mais un maillage complexe qui est source de sens. Pourtant, à regarder de près, la représentation en silos des communautés mosaïques n'est-elle pas souvent dominante à l'extérieur d'elles, et je rajouterai à l'intérieur d'elles. Je reviendrai sur ce point. Des préfixes, on utilise souvent des préfixes pour qualifier ces différentes relations entre cultures. Multiculturalisme, interculturalité, pluriculturalité, transculturalité. Je commence par juste un survol de ces représentations qui sont quand même quelquefois assez monolithiques. Le pluriculturalisme, notion qui qualifie la relation des cultures différentes et pas seulement migrantes qui coexistent dans une société et réaliserait des emprunts mutuels. C'est l'expression de particularisme et d'échange comme levier de cohésion sociale dans une logique de coexistence pacifique garantie parfois par un État. Le pluriculturalisme pose l'idéal d'une relation égalitaire. Juliette Mens indique qu'au sein de la pensée pluriculturelle, il y a une vision utilitariste de la culture. Dans la réalité, elle serait qu'un outil, un moyen d'insertion pour souvent des migrants et l'enrichissement de la société globale. Surtout, elle critique un mythe. Oui, quand on parle de culture, il faudrait aussi mobiliser la notion de mythe. Elle critique le mythe selon lequel il n'y aurait plus de culture dominante dans une relation pluriculturelle. Enfin, elle rajoute que le pluriculturalisme serait idyllique en pensant que les simples emprunts entre cultures réciproques, entre guillemets le mot réciproque, conduiraient à une cohésion. Un autre vocabulaire que nous utilisons est celui de multiculturalisme, qui est très popularisé. À la différence de la pluriculturalité, le pluriculturalisme veille à ne pas créer les conditions qui conduisent à une éventuelle négation des uns par rapport aux autres. Il est souvent accompagné, voire initié par des politiques qui visent, encore une fois, la cohésion sociale par le développement d'actions autour de l'inclusion sociale. Pour qu'il y ait pluriculturalisme, on suppose que les cultures soient homogènes, en interne, et surtout performatives. Les individus étant circonscrits dans une culture d'appartenance, une seule décision bénéficierait mécaniquement à tous les membres de la dite culture, puisque vue de manière homogène. Le multiculturalisme, je reprends ici le commentaire de Jevyen Kubik qui a beaucoup travaillé sur cette question. Jevyen Kubik, elle déclare le multiculturalisme. Il rappelle souvent, il évoque par son suffixe qu'il est une simple juxtaposition de cultures sans la recherche de liens communs. La reconnaissance n'aboutit pas à la création d'une organisation sociale de décision qui transcenderait les différences. L'observateur que je suis finalement, avant de glisser vers les deux autres terminaisons que sont l'interculturalité et la transculturalité, s'interroge souvent sur l'application de ces termes aux communautés mosaïques. Souvent, d'ailleurs, l'application par elle-même de ces vocabulaires, puisque peut-être c'est une question que leur finalité s'écarte du projet communautaire. L'interculturalité est une notion qui se veut d'ailleurs une réponse aux limites des deux précédentes. Il s'agit d'un processus d'échange permanent
L'interculturalité s'appuie sur l'idée qu'il est nécessaire et possible à des cultures différentes de rentrer en dialogue pour se découvrir. Pour ce concept, les échanges permettent non seulement la découverte mutuelle, mais surtout de faire face à des défis communs au regard d'expériences communes. C'est donc une vision, une géographie relationnelle qui considère, qu'il y a des obstacles culturels à la compréhension réciproque et que ces entraves sont surmontables. Deuxièmement, que les interactions culturelles sont des espaces qui permettent de transcender les difficultés. Elle veut donc favoriser le respect mutuel en préservant les singularités. C'est une vision sociétale du respect des cultures avec l'ambition de l'absence de jugement de valeur et de hiérarchisation. Avec l'interculturalité, la culture n'est plus uniquement une variable qui oriente, une variable déterministe. Rationnellement, les individus dépassent les repères culturels qui ont jalonné leur socialisation pour accepter l'autre. La notion de transculturalité plus récente voudra elle aussi aller encore plus loin. Les échanges entre cultures donneraient naissance progressivement à un nouvel espace commun, à une nouvelle grammaire commune. Cet espace serait une quasi, entre guillemets, très importante, nouvelle culture commune qui ferait une synthèse des points convergents. C'est un langage qui favorise le consensus. Il s'objective au travers de rites communs, gestion, par exemple, ecclésiale mutualisée, une recherche perpétuelle de consolidation identitaire par ce que nous appelons en sociologie souvent des structures de plausibilité, des espaces communs qui renforcent le sens, pour dire les choses trop brutalement. Elle ne nie pas que les cultures singulières existent. Elle ne cherche pas à les effacer, mais à être un prolongement commun. Il ne s'agit pas de melting pot, mais bien de l'émergence d'une entité singulière qui assume les pluralités de ses composants. La notion de transculturalité, c'est finalement l'ambition d'une métaculture, un cadre culturel plus vaste où s'expriment des sensibilités en favorisant les éléments qui font lien sans annihiler ce qui marque les différences. Et ici, je pense, en clin d'œil, c'est vrai qu'il n'est pas avec nous aux travaux de Jean-Claude sur la métaethnicité, qui est assez voisine. Mais ces notions, quand on les regarde de près, posent un cadre que j'aime à expliquer comme étant celui de l'étau, pris entre deux. Soit un étau, soit une opportunité. Cette approche de la multiculturalité, j'insiste dessus, elle promue les différences, les instances représentatives. Elle propose un équilibre des points convergents entre cultures, des points consonants, pour s'agglomérer autour d'eux et faire sens. En contexte multiculturel, l'individu oscille donc entre deux pôles pour alimenter son identité et maintenir son appartenance au groupe. Au sens psychosocial, des ITM, voire ce qu'on a appelé en anthropologie culturelle des mèmes culturels, sont mobilisés pour former un noyau de sens. Et des éléments plus secondaires, périphériques, existent. Finalement, toute identité dans le cadre métaculturel, transculturel, invite l'individu à osciller entre les éléments qu'il peut mettre sur l'échange commun et ceux qui ne peuvent pas être mis sur l'échange commun. Pourtant, l'identité se structure entre ces deux-là. Quand on parle de rencontre, ce que j'ai appelé dans l'ouvrage ici, quand on parle de métaculture, c'est vraiment cette injonction, au sens neutre du terme, cette demande faite à l'individu de mettre en évidence des choses qui peuvent être mises en évidence et de mettre en second plan des choses qui doivent par contre être mises au second plan pour qu'il y ait
une rencontre commune. Il y a donc un va-et-vient. Il y a donc un va-et-vient entre ce qu'on a dit hier, entre le global et le local, entre l'identité globale et l'identité locale. Et il faut en être conscient et ne pas en sous-estimer l'aspect structurant de l'individu et des sociétés. Nous sommes dans une société aujourd'hui où les individus aiment à définir leur identité dans le va-et-vient aussi entre le global et le local. J'aime à dire que quand je croise quelqu'un d'un village alsacien, il me parle de son identité nationale. Parce que là, son identité locale ne me fait pas sens. C'est par le global qu'on rentre en relation. Pour, si possible, mettre en évidence le local. Si je connais son village, si je connais sa bourgade, on va rentrer par le local. Tout en restant dans une dimension globale. Dans la transculturalité, l'idée qu'il faille être un lieu de rencontre, FPF par exemple, entre cultures, c'est un cadre où il ne faut pas minimiser que c'est un lieu de l'expression uniquement du global, alors que le local est structurant. Toute la question, c'est comment accompagner cette nécessité, comment accompagner ce qui peut apparaître comme une tension. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une opportunité ou un étau? Un étau qui enferme l'identité ou une opportunité de rencontre et de création de sens. Et là, j'aimerais souligner quelques points de vigilance, quelques limites ici. La première, c'est ce que j'appelle, et cela n'a pas été prononcé, mais était souvent sous-entendu, les résurgences néocoloniales dans le rapport à la culture. Je les résume autour de, je vais les faire défiler plus rapidement pour gagner du temps, autour de 4 termes techniques, mais qui font écho au quotidien. La logique ethnocentrique, qui considère à comprendre l'autre en valorisant le prisme de sa propre expérience culturelle. Et ça, je le dis, je vais revenir par des citations de lors d'enquête, présent, encore une fois, dans les structures dites mosaïques ou à l'extérieur. Un rapport holistique, holiste, global, qui pense qu'il suffit d'une manière générale d'expliquer le monde, d'expliquer une situation pour en déduire tous les cas particuliers. Souvent, nous avons un rapport très global aux choses, pensant que cette vision globale, pratique, synthétique, opérationnelle dans le discours, arrivera à expliquer toutes les singularités. L'évolutionnisme social, très important, qu'on pense, qu'est-ce que c'est que finalement l'évolutionnisme social? C'est l'idée qu'on peut expliquer les parcours, qu'on peut expliquer la réalité, les actions humaines, à partir d'étapes successives, évolutionnistes, d'étapes successives et irréversibles, pensant qu'il y aurait une direction unique à suivre, par des étapes bien précises. Et donc, celui qui ne rentre pas dans ce cadre-là renvoie à des difficultés de compréhension. Le déterminisme, c'est aussi l'idée, là, qu'on va analyser, comprendre les individus à partir d'un élément sur lesquels ils ne peuvent pas influencer et qui expliquent leur comportement. Et parfois, à l'intérieur et à l'extérieur des cultures mosaïques, est-ce que les manières de penser et d'agir ne recoupent pas tout cela? Et j'insiste en particulier sur le déterminisme. Ce sont des points de vigilance. Des points de vigilance qu'il faut avoir pour éviter un autre écueil que j'appelle l'immobilisme des justifications. Ici, voilà. J'ai mis quelques phrases qui reviennent souvent lors des enquêtes, des extraits, à l'intérieur des églises mosaïques, pour expliquer les comportements. C'est ma culture. Je suis comme cela. J'explique les choses de manière déterministe, comme si la culture est un silo dans lequel je ne sors pas et que je ne peux pas, et qui ne peut pas
permettent le dynamisme. Ce qui est à l'inverse de la définition de la culture. La culture n'est qu'un lieu de dynamisme. Sinon, nous serions encore à une bien ancienne époque. Le propre de la culture, c'est son dynamisme. Est-ce que dans les églises et dans le regard qu'on a sur elles, il n'y a pas une vision figée, immobiliste des cultures? J'ai été éduqué ainsi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chez moi, c'est ainsi, etc. Un ensemble de vocabulaire qui justifie les actions et surtout les inactions à partir de la culture. En filigrane, la culture, là, est un élément de déterminant. À l'extérieur des cultures mosaïques, ce même vocabulaire est utilisé dans une logique d'enfermement, d'assignation à la culture. Je progresse. Finalement, un troisième écueil est les usages qu'on peut faire de la culture. Au sein des communautés, trois logiques me semblent émerger. Celle de la menace. Un excès d'expression mosaïque qui rendrait difficilement compatible une identité que j'appelle une identité de façade, une identité perçue, une image avec le reste de la société globale. La différence culturelle expressive serait une source de tension, de friction. Une question complexe d'équilibre se pose ici. Le fameux jusqu'où aller. Le refuge, la culture vue comme un espace de stabilisation qui rassure, qui structure une société qui, à son extérieur, discrimine, élimine, minimise les identités diverses. C'est la question de l'entre-soi pour se protéger face à une culture dominante pouvant être vue comme une menace. À l'extérieur de ces cultures, la notion de refuge, je l'ai dit, renvoie aussi à la stratégie d'assignation. Ça peut être aussi une force de projection qui sous-tend d'ailleurs l'ambition transculturelle. L'expression culturelle serait ici un atout pour consolider les identités, une source pour valoriser et inviter à s'insérer dans une société globale avec le défi de la reconnaissance. Lorsque j'interroge les responsables de communautés, ils indiquent que ces forces, ils les connaissent, voire ce sont des éléments quasi élémentaires. Mais leur expression de ces trois formes varie en fonction de plusieurs situations. Un résumé, qui se veut synthétique, en fonction des lieux d'implantation. J'aime à demander aux responsables de communauté, par exemple mosaïque, toujours, avez-vous fait une enquête sur la perception qu'a votre voisinage géographique immédiat de vous, même si vous ne le connaissez pas? Oui, en fonction des lieux d'implantation, il y a un élément à prendre en compte. Le poids relatif interne entre les cultures, le type de gouvernance, l'organisation qui a été retenue, les formes de représentativité, de prise de décision, l'importance des leviers économiques, sociaux, symboliques, pour se projeter dans la société globale, les atouts, les leviers dont on dispose en interne, les choix sur les modes d'action. Les actions, ce que le sociologue Max Weber appelle, surtout quand on insiste sur les actions sociales ouvertes, c'est-à-dire celles qui ont la volonté de codifier très faiblement les possibilités d'interaction à l'extérieur du groupe. À l'inverse, c'est vrai, il parle d'actions sociales fermées. Et puis, je l'ai énuméré rapidement, la capacité à aller vers des structures, à créer, à mobiliser autour des structures de plausibilité, ces espaces qui renforcent les croyances partagées. C'est le cas, par exemple, des écoles, des médiums, ou plutôt des médias pour éviter les contresens, les activités de soutien, qu'on trouve dans les méga-churches, bien évidemment, par Sébastien Fass, recherche d'emploi, soutien scolaire, espace de solidarité. J'en viens à un point que volontairement, qui termine mon propos, plus court, mais qui pose en filigrane la question jusqu'où expliquer les choses avec la culture, jusqu'où expliquer les comportements et la structuration des identités à l'intérieur du groupe et à l'extérieur
avec la culture. Je prenais deux exemples ici. Des exemples qui sont des enquêtes et une expérience in situ. Des enquêtes menées aux États-Unis par plusieurs anthropologues, le plus connu Irving Kenneth Zola, son enquête sur l'influence de la culture sur la perception des symptômes, menée à Boston, à l'hôpital de Boston, 63 Italiens, 34 femmes, 29 hommes, 81 Irlandais, 42 femmes, 39 hommes, où on va analyser leur perception, leur manière de raconter leur presbytie. Et nous avons beaucoup, je les raconte dans cet ouvrage puisqu'on en a parlé, de l'influence de la culture sur la perception que l'on a de son environnement et de soi-même. Il remarque que ce qu'ils appellent à l'époque les Américains irlandais verbalisent pour le thérapeute leur inconfort en disant « Je ne peux pas enfiler une aiguille. Je ne peux pas lire mon journal. » Description inconfortable pour le praticien qui lui veut des stimuli corporels, qui rentre dans sa matrice pour comprendre le monde et finalement prodiguer ses soins. De nombreuses expériences comme celle-là vont montrer, oui, que la culture et la socialisation qui la sous-tend va être une matrice qui va entraîner une perception, une verbalisation même des douleurs. La fameuse règle de douleur que les praticiens ici utilisent, on voit bien qu'elle, la manière de la toucher, la manière de l'étendre, varie en fonction des acquis culturels. En amont, il y avait aussi l'expérience de Zborowski aux États-Unis aussi. Zborowski, sur la même chose, plutôt du côté de New York, même expérience, montrait les Américains de lignée juive juste après la Seconde Guerre mondiale, ceux qu'il appelle les Américains de souche, en fait, les Indiens, les États-Unis, les Indiens et les immigrés protestants avaient également, pour les praticiens, différentes manières de verbaliser une même pathologie comparable, évidemment. La culture comme élément structurant. Une autre expérience plutôt in situ est menée en Europe, où finalement l'idée, oui, si je fais comme aux États-Unis, dans mes expériences de tout à l'heure, je compare des communautés culturellement très différentes, je risque d'arriver à une conclusion, mais biaisée. S'ils sont très différents, c'est pas surprenant que je retrouve des conclusions très différentes. Pour éviter ce biais, en France, on va comparer très objectivement, avec les sciences dures, la relation à la culture, avec la parturiente, avec la femme enceinte. Simplement, comment? On va voir comment, aux Pays-Bas et en France, cette fameuse enquête, comment les naissances arrivent-elles aux femmes en France et aux Pays-Bas. On va observer la relation à la péridurale. Oui, je m'écarte volontairement de la question religieuse. Je crois que faire le pas de côté est nécessaire. On va mesurer. L'idée est, on va voir culturellement s'il y en a qui sont plus réceptives à la péridurale. Les chiffres sont clairs. Lors de l'enquête d'Acriche et Passever, environ 60% des femmes françaises ont recours à la péridurale, contre 15% des femmes néerlandaises. Lors de l'enquête de l'INSERM en 2010, c'est 70% des femmes françaises. Lors de l'enquête de 2016, 82% des femmes françaises. Si j'ai le prisme de la culture pour lire cela, j'ai une conclusion violente. Les femmes françaises sont culturellement plus chétives par rapport à la douleur. Ce serait une conclusion tout à fait scientifique. Ce serait une conclusion tout à fait scientifique. Si je prends la culture comme élément de détermination des comportements des individus. Il faut donc aller plus loin. Dans
Les professionnels de santé ici dans la salle seront plus loquaces que moi sur ce contexte. Aux Pays-Bas, la naissance est beaucoup moins accompagnée par les structures centrales hospitalières. Elle se fait souvent de manière libérale par les sages-femmes qui peuvent le faire dans des maisons de naissance. Ou finalement, dans ces lieux-là, l'acte chirurgical qui nécessite la pose de la péridurale ne peut pas être fait. En France, le système est hospitalo-centrique. L'anesthésiste, il est quasiment sous la main. C'est plus facile d'utiliser, de proposer, d'accepter et d'utiliser la péridurale. Qu'est-ce que je suis en train de dire en pensant aux églises de mosaïque? La manière d'organiser les choses, souvent, transcende les limites culturelles. Les types d'organisation. Et cela fait souvent écho. La culture, donc, est une variable qui donne sens, est une variable pertinente, est une variable qui permet de comprendre le réel. Mais la particularité de l'organisation humaine, c'est pouvoir faire de la culture un élément certes fondamental, mais pas unique dans l'organisation des choses. J'aime à finir avec une anecdote. J'aime bien finir avec les histoires. J'en répète une souvent, qui fait sens selon moi. Anthropologue, ancien responsable des anciennes éditions Vie et Santé chez les Adventistes, décédé brutalement. Il me racontait un fait. Dans les Îles-Trobriand, que les anthropologues aiment beaucoup, parce que Lévi-Strauss, le grand Lévi-Strauss qu'on touche pas chez les anthropologues, chacun a ses totems, les anthropologues ont Lévi-Strauss, certains ont Science, certains ont Lévi-Strauss, voilà. En partant, un villageois lui offre un coquillage. Coquillage. Bon, un coquillage. Je raconte encore cette anecdote dans cet ouvrage. Un coquillage. Bon, il prend un coquillage. Le bonhomme, il fait des îles souvent. Coquillage, c'est rien pour lui. Le chef du village se rend compte qu'il n'a pas bien perçu l'importance du cadeau. Et il lui dit, en le chuchotant à l'oreille, celui qui vient de t'offrir ce coquillage, c'est pour te remercier. Pour avoir ce coquillage, il a dû de nuit traverser une tribu ennemie où c'est que sur cette plage de cette tribu qu'on trouve ce coquillage. Si on l'avait eu, si il s'était fait avoir, il aurait été tué. Scalpé, le cerveau cuit et mangé, et nous aurions reçu son crâne. Ce qu'il t'a offert, c'est pas le coquillage, c'est le cadeau qui est dans le coquillage. Souvent, on voit la culture comme une finalité et non comme le cadeau qui est dans le coquillage. Merci. Le titre même donne l'intention de mon message, c'est-à-dire la tension interne au niveau des différentes cultures qui composent cette communauté, mais l'attention vers l'externe, c'est-à-dire vers la mission, toujours aller vers la mission. Alors, l'implantation et le développement de l'Église adventiste du 7e jour en Île-de-France constitue un cas d'étude dans l'histoire religieuse française contemporaine. Née aux États-Unis au milieu du 19e siècle, cette dénomination protestante millérite s'implante en France métropolitaine dès 1876. Excusez-moi un peu, je vais faire un peu de l'histoire. Avant de cibler spécifiquement la région parisienne en 1900. Après 125 ans de présence francilienne, la communauté adventiste en Île-de-France compte environ 9000 membres sur les 17 690 que totalise la France métropolitaine, soit plus de 50% de l'effectif national concentré dans cette région-là. Cependant, cette croissance numérique masque un paradoxe. D'après nos observations et d'après les données informelles recueillies auprès des responsables fédéraux, moins de 10% de ces membres seraient des Français sans ascendance migratoire récente.
La communauté adventiste francilienne apparaît comme une mosaïque de populations issues de migrations successives. Missionnaires américains et suisses, antillais via le programme Bumidom, africains, subsahariens, maghrébins, européens de l'Est, puis flux migratoires récents. Ce constat soulève une question historique et sociologique majeure. Comment expliquer que malgré plus d'un siècle d'efforts d'évangélisation et croissante quantitative indéniable, l'Église adventiste demeure largement extérieure à la population française de longue date, autrement appelée français de souche. Parallèlement, on observe que certaines activités proposées par ces églises, conseils gospel, ateliers de santé, actions humanitaires, rencontrent un écho favorable auprès de cette même population. Tout au long de cette présentation, nous allons utiliser par commodité l'expression français de souche. Je sais que ce mot, cette phrase peut poser un problème. Tout en reconnaissant ses limites heuristiques, nous désignons par là les personnes de nationalité française dont les ascendants sur plusieurs générations sont nés en France métropolitaine par opposition aux Français issus de l'immigration récente. Cette catégorisation, bien qu'imparfaite et potentiellement réductrice, permet d'analyser les dynamiques d'implantation d'une communauté religieuse initialement portée par des populations migrantes. D'où les titres de notre présentation, de la tension à l'attention, le rapport dynamique des cultures dans l'adventisme d'Île-de-France. Alors, l'exposé aura 3 parties, et la première partie a pour titre « Brève histoire du mouvement adventiste », dont nous allons tout simplement récapituler l'histoire de ce mouvement ici dans la région parisienne. Dès 1900, c'est l'implantation de l'Église dans la région parisienne à l'occasion de l'exposition universelle. Et dès 1901, première Église adventiste. 1914, nous avons déjà 103 adventistes dans la région parisienne avec 3 communautés. 2024, nous avons 9000 membres en Île-de-France sur les 17 390 en France métropolitaine et avec une concentration de plus de 50% d'effectifs national. Alors, il est intéressant de remarquer que je pense que c'est petit, on ne voit pas bien. Dans cette chronologie que vous voyez ici sur le tableau, il y a une sorte de changement du paysage adventiste en Île-de-France pendant des décennies. Et on ne peut pas lire bien, on ne peut pas vraiment bien lire. À la fin de la période, la première période, c'était des missionnaires suisses américains. Donc, c'était des étrangers qui ont commencé l'œuvre ici en France, plus précisément dans la région parisienne. La deuxième période, les Français des souches ont essayé de reprendre la main, mais après l'arrivée, après 1945, après l'arrivée des Antillais, des Africains, des Maghrébins, les Français des souches ne se sont plus retrouvés dans l'Église. Maintenant, ce sont les étrangers qui ont repris l'œuvre. Et à partir de 2000, en montant, c'est maintenant une sorte de flux migratoire. C'est tout le monde qui a repris la chose. Et les Français des souches sont plus ou moins perdus dans l'histoire, si on peut dire d'une façon simple. Et c'est là où toute la question se pose. En tant qu'Église qui a une mission tout simplement de prêcher l'Évangile en France, plus précisément dans la région parisienne, elle se retrouve en train de se développer en nombre, bien sûr, mais avec des populations qui viennent de l'extérieur. Alors, le deuxième point, avant de passer au deuxième point, nous allons voir tout simplement que, tout simplement au niveau des pasteurs, en 1969, nous avons 3000 membres dans la Fédération France-Nord et 45 pasteurs. On n'a pas d'estimation par rapport au nombre de pourcentage des églises, mais on estimait à 70% le nombre des Français de souche dans la communauté, dans les années 69. En 2006, nous avons 7308 membres, 49 pasteurs, mais 66 églises, 40% Français de souche. Au fur et à mesure qu'on évolue, on voit comment les chiffres sont en train de baisser. Aujourd'hui, on a plus de
presque 100 églises, mais on a moins de 25% des Français de souche dans les communautés. Et ces 51 pasteurs, moins de 10% sont des Français de souche. Et là, nous abordons vraiment la réalité de la tension et de l'intention, de la tension dans l'Église adventiste. Et dans le deuxième point, il y a les obstacles à l'enracinement dans la population majoritaire. J'ai proposé une analyse diachronique de 1900 à 1924. Et il y a deux types d'obstacles. Il y a ce qu'on appelle obstacles structurels hérités de la période pionnière. L'implantation adventiste en France débutait en 1876 avec l'arrivée du missionnaire canadien francophone Daniel Bourdeau, choisi par la Conférence générale en raison de sa maîtrise du français, Conférence générale sur le siège mondial de l'Église adventiste. Alors, sa présence représente néanmoins un paradoxe. Bien que francophone, il reste culturellement nord-américain et porte une vision protestante évangélique peu adaptée au contexte français. Après un bref passage en Alsace, Bourdeau s'installe à Valence, espérant trouver un terrain favorable dans cette catégorie des traditions protestantes. Après plusieurs années d'efforts, il ne laisse qu'une congrégation d'une vingtaine de personnes. Jean-Marie Martin, dans sa thèse, attribue ce demi-échec à la méfiance des gens à tout ce qui est nouveau ou étranger. Méfiance de la population à tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, l'historien George Knight, spécialiste de l'adventisme, a analysé ces difficultés récurrentes en citant Ellen White, cofondatrice de l'Église adventiste, en ces termes. La tentation des adventistes au cours du temps a été, c'est-à-dire dans cette période-là, a été de mettre l'accent sur le bord de leur théologie plutôt que sur son centre. Et Deplon reprend cette analyse dans le contexte français en disant que les premiers missionnaires auraient privilégié des doctrines distinctives, sabbat, prophétie, loi alimentaire, au détriment du message christocentrique susceptible de toucher un public large. Cette hypothèse théologique, bien que formulée de l'intérieur de la communauté adventiste, trouve un écho dans les observations historiques. Les rapports missionnaires du 19e siècle montrent effectivement une insistance sur le sabbat, observant du samedi versus dimanche, qui provoquait des controverses avec les protestants établis sans pour autant attirer de nouveaux convertis. Alors, nous avons aussi la question du choc culturel de ces premiers missionnaires-là. Le cas de Andros, par exemple. L'expérience du premier missionnaire adventiste officiel en Europe, John Andros, 1829-1883, illustre les difficultés d'adaptation culturelle qui marqueront durablement l'adventisme français. Envoyé en Suisse en 1874, Andros supervise également les débuts de la mission française sans jamais s'y installer durablement. Roland Coffin, dans sa thèse pionnière sur l'adventisme français de 1981, décrit Andros comme un boulimique du travail, qui s'embourba dans sa relation à la culture. Deplon reprend cette analyse en soulignant le paradoxe. Lui, je parle d'Andros, l'érudit en théologie de l'Obéis, l'éditeur, marqua son étonnement, voire sa colère face à la culture française. Donc, en tant que missionnaire, il est déjà bloqué par rapport à la culture française. Il est perfectionniste, il développa un esprit critique qui se transforma très clairement à une méfiance permanente vis-à-vis de la culture française. Et Coffin identifie 3 obstacles communicationnels majeurs rencontrés par Andros et ses successeurs. Obstacles qui, selon nous, conservent une pertinence pour comprendre les difficultés actuelles de l'adventisme face à la population française majoritaire. Il y a ce qu'on appelle la barrière de langue. Alors, au XIXe siècle, l'obstacle linguistique concernait les missionnaires étrangers, peinant à maîtriser le français. Et je pense que ce problème est toujours d'actualité. Alors, Coffin note que le missionnaire polonais précurseur du nom de Skoczewski, un missionnaire polonais précurseur, rédigeait des articles truffés de fautes grammaticales malgré l'aide de ses secrétaires.
Andros lui-même, malgré sa formation en latin, avouait des difficultés sur les règles de grammaire française. Ces règles lui semblaient plus compliquées que celles de la langue anglaise. Plus problématiquement encore, il ne perçoit pas les sous-entendus, le second degré, les particularités historiques, l'humour, ce qui provoquait des malentendus et des frustrations dans ses interactions avec les Français. Au XXIe siècle, la barrière linguistique a changé de nature, mais demeure prégnante. Dans de nombreuses églises d'Île-de-France, les cultes se déroulent partiellement ou totalement en langue étrangère. Ces phénomènes s'expliquent par la maîtrise insuffisante du français chez certains membres adultes primo-arrivants dans le pays. Le désir de préserver l'identité culturelle d'origine dans l'espace religieux, le confort communicationnel d'un culte en langue maternelle. Tous ces éléments sont réunis, mais l'adventisme est toujours dans cette tension où il veut parler de Dieu à l'extérieur, mais il garde le confort de ses cultures. Conséquence paradoxale, alors que l'Église souhaite évangéliser les Français des choses, elle organise des cultes largement inaccessibles linguistiquement à ce public cible. Un visiteur francophone monolithique se trouve exclu de facto d'une partie significative de la vie communautaire. Il y a le deuxième point, on peut aussi parler de l'incompréhension culturelle réciproque. Les correspondances des premiers missionnaires révèlent un profond décalage culturel. Dans une lettre à James White, datée de 1877, James White est aussi cofondateur de l'Église adventiste, Andrews exprime son mécontentement face aux pratiques culturelles perçues comme insalubres. Parlons des Français. Il note que les Français se baignent seulement 3 à 4 fois par an. Ça, c'est ce qu'il a constaté. Et c'est qui le trouble profondément dans sa relation au Français. Cette remarque, qui peut paraître triviale, est révélatrice d'un ethnocentrisme missionnaire. Andrews juge les pratiques françaises à l'aune des normes hygiénistes américaines de son époque, sans comprendre les différences de contexte matériel, accès à l'eau courante et culturelle. Plus largement, Coffin montre qu'Andrews développe une méfiance permanente envers la culture française, qu'il perçoit comme moralement décadente. Cette attitude offensive, loin d'être un cas isolé, caractérise durablement de l'adventisme, missionnaire, montre que la culture locale est vue comme un obstacle à surmonter plus qu'un terrain à comprendre. C'est ce qui se passe chez ceux qui viennent ailleurs pour évangéliser la population française. Alors, permanence contemporaine. Nous constatons la même chose, même si nous ne tirons pas la même conclusion qu'Andrews. Nos observations de terrain indiquent que de nombreux adventistes immigrés en Île-de-France maintiennent une critique à distance vis-à-vis de certaines pratiques culturelles françaises. Laïcité perçue comme athéisme d'État, libéralisme de mœurs. Et cette posture défensive, si elle renforce la cohésion interne de la communauté, limite les interactions avec la population majoritaire et réduit les opportunités d'évangélisation. Il y a le point sur la dépendance financière et méthodologique aux méthodes, aux modèles étrangers. Les plantations adventistes en France reposent dès l'origine sur des ressources financières américaines. Les salaires des missionnaires, les frais de publication, des signes de temps, l'achat ou la location de locaux sont financés par la conférence générale. Cette dépendance matérielle s'accompagne d'une dépendance décisionnelle. Au XXIe siècle, notre observation révèle que cette dépendance perdure sous une forme méthodologique. Les campagnes d'évangélisation organisées en Île-de-France utilisent fréquemment des supports audiovisuels produits aux États-Unis ou traduits de l'anglais avec des références culturelles américaines. Nous sommes toujours dans cette logique. Le deuxième point, ce que j'appelle obstacle interne, obstacle interne à l'enracinement dans la population française, et de 1945 à 2024, il y a ce que j'appelle la perception apocalyptique de la France dans l'imaginaire adventiste immigré. Pour comprendre l'attitude des adventistes immigrés envers la France, il est nécessaire de saisir la place symbolique qu'occupe ce pays dans l'eschatologie adventiste.
et dans la compréhension de l'adventisme classique, basique. Historiquement désignée comme fille aînée de l'Église catholique, la France est associée dans l'exégèse adventiste classique au catholicisme romain. Conséquence pour la perception de la France, dans cette grille de lecture, la France n'est pas un simple terrain de mission, mais un espace symboliquement chargé, historiquement compromis par son alliance avec Rome. À cela s'ajoute, depuis le XXe siècle, la perception de la laïcité française comme une forme d'athéisme institutionnel, aggravant la détériorisation spirituelle supposée du pays. C'est un élément de la représentation sociale qui structure l'attitude des adventistes immigrés envers la France. Vous allez m'excuser, je suis un pasteur adventiste, mais je suis dans un cadre académique. Et en préparant cet exposé, je me suis rendu compte que, voilà, de temps en temps, il faut se reposer les bonnes questions pour savoir comment avancer. Il y a la question du double mouvement identitaire dans les adventistes immigrés. Nos observations du terrain suggèrent que les adventistes immigrés en France ont développé une stratégie identitaire paradoxale. Repli défensif, c'est-à-dire face à un environnement perçu comme hostile à la foi, c'est-à-dire je parle de sécularisation, indifférence religieuse, libéralisme moral, ils renforcent les marqueurs identitaires adventistes en eux. Observance stricte du sabbat, prescription alimentaire, vêtements modestes, etc. et maintiennent des liens forts avec leur culture d'origine. L'Église devient un sanctuaire culturel où l'on parle sa langue maternelle, mange sa cuisine traditionnelle et perpétue ses codes sociaux. Et Desplomb a fait un travail intéressant dans sa thèse sur cet aspect-là en parlant des Antillais, par exemple, qui viennent ici dans le cadre d'une vie privée et qui sont des adventistes tout simplement. Il y a le deuxième point, c'est une mission évangélisatrice. Donc, le premier point, repli défensif, et deuxième point, mission évangélisatrice. Simultanément, ces mêmes membres se sentent investis d'une mission de réévangélisation de la France, qu'ils perçoivent comme un pays post-chrétien ayant besoin d'un réveil spirituel. Cependant, cette évangélisation se fait à travers le prisme de leur propre culture religieuse. Méthode, musique, rhétorique, codes vestimentaires importés de leur pays d'origine. Résultat, un décalage croissant entre l'intention missionnaire et l'efficacité réelle. Vers une reconnaissance sociale, sans adhésion religieuse, et c'est là où cette partie m'amène à ma troisième et dernière partie. Malgré ces obstacles structurels à l'évangélisation, il serait inexact de conclure à un échec total de l'adventisme en Île-de-France. Si la communauté peine à convertir des Français de souche à sa foi, elle développe néanmoins des activités sociales, culturelles et sanitaires qui rencontrent un accueil favorable auprès de la population majoritaire. Cette dissociation entre rejet du message religieux et appréciation des services sociaux constitue un paradoxe que nous analyserons dans la section suivante. Je pense que, bon, c'est pas là. Alors, la question qu'on se pose, l'Église adventiste serait-elle en train de se repositionner comme une organisation missionnaire visant la conversion vers une organisation sociale visant l'utilité publique? C'est ce que nous sommes en train de constater après les années 2000. Et le troisième point, c'est repositionnement stratégique, Église adventiste comme acteur social en Île-de-France de 1990 à 2024. L'Église adventiste présente une identité institutionnelle plurielle, à la fois dénomination religieuse, réseau éducatif, organisation sanitaire et ONG humanitaire. Cette multiplicité lui permet de se présenter différemment selon les contextes. Face aux autorités publiques, elle met en avant ses actions sociales. Face aux populations migrantes, elle offre un espace communautaire. Face aux chercheurs de spiritualité, elle propose un message religieux. En Île-de-France, cette stratégie multipositionnelle se déploie à travers 5 domaines principaux que nous allons lister et analyser 3 d'entre eux. L'éducation, la jeunesse, la santé, l'action humanitaire, la musique gospel. J'analyse tout simplement 3 de ces points-là. La santé. La santé est un marque identitaire historique
dans l'adventisme. Depuis ses origines au XIXe siècle, l'Église adventiste accorde une place centrale à la santé physique et mentale, considérée comme indissociable à la spiritualité. Cette philosophie développée par Ellen White et Dr. Kellogg, traduite par prescription alimentaire, végétarisme encouragé, abstinence, l'alcool, tabac, drogue, promotion de l'exercice physique et du repos hebdomadaire, gestion des hôpitaux et des centres de santé dans le monde. En France, et se matérialise par exemple le plan de 5 jours. Le plan de 5 jours qui est connu, qui a fait son temps, car dès les années 1970 à 1990, l'Église adventiste s'est fait connaître en France par le plan de 5 jours. Programme de sévrage, tabagie, gratuit proposé au grand public. Des plans notent que les années 2000 vont marquer la consolidation d'une image de l'adventisme comme une structure religieuse au rapport sanitaire. En Île-de-France, depuis 2 ans, l'Église adventiste mène des activités de sensibilisation à la santé mentale, à travers des interventions dans plus de 15 églises d'Île-de-France sur les thématiques dépression, burn-out, addiction, gestion du stress. Les professionnels de la santé, à l'exemple du docteur Bernard Angéleville, psychiatre addictologue et responsable du département de la santé au niveau de la fédération, mène avec son équipe des séances de sensibilisation sur les maladies mentales. Un public majoritairement adventiste est présent à ces rencontres, ainsi que des participants non adventistes et notamment des Français de souche. Il y a ce qu'on appelle le centre d'influence Place Monge. Aux 13 rues Gracieuse, dans le 75, des ateliers de santé et culture sont ouverts au public. Cuisine végétarienne, gestion de stress, de la nutrition. Ces ateliers enregistrent souvent une participation de plus de 30 personnes par séance, avec 70% des personnes extérieures au mouvement, dont 30% des Français de souche. Il y a la question des expos santé. À Pierrefitte, par exemple, Pierrefitte-sur-Seine, le 21 juin 2025, dans le cadre de la fête de la musique, 50 participants ont bénéficié à une prise en main, une mesure de tension artérielle, IMC, conseil nutritionnel, gratuit. Ces exercices se multiplient dans les différentes communautés adventistes de la région, à un rythme de 2 à 3 séances par mois dans la période de mars à juin. Les personnes extérieures au mouvement participent plus facilement à ce genre d'activité. Accessible aux populations précaires et l'absence du prosélytisme direct est respectée, la santé reste un marqueur identitaire fort de l'adventisme, mais son impact social en Île-de-France demeure limité, faute de moyens et de visibilité. C'est maintenant que l'adventisme commence à entrer dans cette démarche-là. Même si nous savons que cela fait partie de l'adventisme dès sa création, mais c'est maintenant qu'il a commencé à mettre l'accent sur cette partie-là. Le deuxième point est l'action humanitaire. ADRA, vitrine sociale de l'adventisme. L'Agence adventiste de développement et de secours, appelée l'ONG humanitaire ADRA, créée en 1956, présente dans plus de 130 pays, elle intervient aussi en France, dans l'aide d'urgence, le développement, l'éducation en santé, agriculture, aide sociale, distribution alimentaire, accompagnement. En France, ADRA est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique depuis 1989, affiliée au réseau international, et en Île-de-France, elle comptabilise plus de 25 antennes qui fonctionnent à 100%. Et nous avons l'exemple de Villiers-le-Bel, avec une fréquence toutes les 2 semaines, des bénéficiaires, plus de 30 familles, soit à 150 personnes, des partenaires, des élus locaux qui travaillent avec ces ONG. Alors, l'échelle est modeste. Il faut reconnaître, avec 20 familles, Villiers-le-Bel, c'est marginal, comparé aux besoins de Val d'Oise qui compte 1,2 million d'habitants, dont 150 000 sont sous le seuil de pauvreté, 120 personnes, 130 personnes, c'est pas signifiant. Mais c'est déjà un début dans lequel il évolue. ADRA reste peu connu du grand public français et contribue utilement à l'action sociale locale, mais son impact reste modeste. Le troisième et le dernier, c'est la musique, le gospel. Vecteur de visibilité et de reconnaissance culturelle.
Depuis les années 1990, la musique gospel connaît un succès croissant en France, porté par des artistes médiatisés, Sister Act, films et émissions, télévision, etc. Les églises afro-caribéennes et africaines en France, adventistes entre autres, capitalisent sur cet engouement pour gagner en visibilité. Dans le milieu adventiste en parallèle, le gospel, des chorales classiques comme Symphonia, ensemble de la Fédération France Nord, trouvent aussi leur place. Cette dernière a organisé un concert lors de JO de Paris 2014 dans l'église protestante unie de l'Annonciation Trocadéro. Un public hétérogène était à ce rendez-vous et cela se fait fréquemment. Dans le cas des églises locales, la chorale de Pierrefitte, sur scène par exemple, je prends l'exemple de Pierrefitte parce que je suis le pasteur, donc voilà, vous comprenez. Pendant la fête de la musique, le 21 juin, a proposé un concert en maison de retraite et grâce à l'invitation de certains élus locaux, elle a organisé des concerts dans certaines communes de la région et travaille avec les mairies et établissements de soins. Donc, à travers le gospel, l'Église adventiste arrive bien à s'infiltrer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à trouver sa place dans le public. Et le public est la population locale, majoritairement non adventiste, et les Français des souches. Ces initiatives se multiplient chaque année. En 2025, la chorale de Pierrefitte l'a fait 3 fois. Et on reçoit constamment des demandes de la part de la mairie pour telle occasion, de la part d'une maison de retraite, etc. Permettez-moi de vous livrer 2 petites conclusions. La première conclusion concerne le succès du gospel. Le succès du gospel. Pourquoi le gospel fonctionne mieux que l'évangélisation? L'hypothèse explicative, absence de prosélytisme direct. Un concert de gospel n'existe pas d'adhésion doctrinale, contrairement à une conférence biblique, ce que nous avons l'habitude de faire. Le public peut apprécier la musique sans se sentir évangélisé. Capital culturel partagé. Le gospel est perçu comme un patrimoine culturel afro-américain, caribéen, plutôt que comme une pratique d'une minorité religieuse. Émotion versus doctrine. La musique touche l'affect, là où le discours adventiste prophétique, sabbat, loi alimentaire, touche l'intellect et l'aspect normatif. Inversion du stigmate. Alors que l'adventiste est méconnu, ou plus ou moins méconnu, ou plus ou moins suspect, je mets entre parenthèses, le gospel est valorisé. Les adventistes peuvent ainsi se présenter sous un jour favorable à travers les différentes activités. Alors, limite, pas de conversion, même si dans certaines régions, on a vu que les Français des souches ont adhéré à l'église adventiste à travers la musique, exemple en Normandie, dont j'étais pasteur il y a de cela quelques années. Mais la conversion n'est pas en masse. L'appréciation du gospel ne se traduit pas en adhésion religieuse, systématiquement. Les spectateurs viennent pour la musique, repartent sans s'engager. Certains membres adventistes critiquent cette stratégie, y voyant une dilution du message religieux au profit d'un divertissement culturel. Le gospel est le principal vecteur de visibilité positive de l'adventisme auprès des Français de souche. Ce n'est pas le cas sous tous les cieux, sous tous les autres cieux, mais dans le cas français, voilà, le gospel peut être comme le vecteur de visibilité, mais il ne remplit pas l'objectif d'évangélisation. C'est un outil de reconnaissance culturelle, pas de conversion. La deuxième partie de ma conclusion est un bilan. Bilan quantitatif sur la période 2020 et 2024, c'est-à-dire 2024, où l'adventisme a changé de regard. La Fédération France Nord revendique, voilà, dans le rapport que j'ai donné, plus de 15 églises sensibilisées à la santé mentale, et ça, chaque mandature, plus de 20 familles aidées régulièrement juste pour Villiers-le-Bel, 50 personnes bénéficiaires d'une exposé santé juste pour Pierrefitte, des concerts gospel organisés juste pour Pierrefitte, et c'est là en plus de vingtaine dans la région parisienne. Bilan qualitatif, 3 constats. Diversification des activités, dont le paysage français, l'adventisme a commencé à s'adapter. On a pris le temps de rééquilibrer la tension dans la communauté par rapport à la culture,
Et maintenant, l'Église se tourne tout doucement vers l'extérieur, d'où l'attention. L'Église adventiste ne se limite pas à l'évangélisation doctrinale, elle développe une offre sociale, éducative, sanitaire et culturelle. Nous avons la reconnaissance institutionnelle croissante, partenariat avec les mairies, participation à des événements publics, visibilité médiatique ponctuelle, impact social moderne. Les chiffres absolus restent faibles à l'échelle francilienne, mais il y a un travail qui est déjà fait. Le paradoxe persistant, le succès relatif, l'Église gagne en respectabilité, en visibilité positive auprès des Français de souche, à travers les différentes activités que je vous ai présentées. Échec missionnaire, cette reconnaissance sociale ne se traduit pas forcément en conversion. Les Français de souche consomment les services adventistes, sont adhérés à la foi adventiste. Toutefois, hypothèse interprétative, l'Église adventiste en Île-de-France est en train de subir ou de choisir une transformation de son identité. C'est un travail dans lequel elle s'est engagée depuis plus de 20 ans. Parce qu'elle vient d'ailleurs, elle a cherché à trouver l'équilibre dans son milieu et maintenant se tourner vers l'extérieur pour la mission. Solidarité et participation religieuse afro-péenne, figure de référence entre militance et dissidence. Donc il faut un petit peu que j'explique tous ces mots un peu qui cachent des réalités peut-être. Solidarité, puisque c'était dans le sujet de ce panel, mais participation religieuse afro-péenne, qu'est-ce qu'on entend par participation religieuse, et puis cet aspect de militance et puis de dissidence. Alors la démarche que je vais esquisser dans cette présentation consiste à opérer un double décalage par rapport à l'échelle d'observation choisie généralement quand on évoque les églises mosaïques, delta, enfin tout ce que vous voulez. En général, en gros, on dresse une typologie, des profils de communauté dont on généralise les caractéristiques. Or, ce que l'on observe à une échelle donnée disparaît le plus souvent quand on change d'échelle d'observation. Et inversement, d'autres éléments apparaissent qu'on ne voyait pas à une certaine échelle. J'explique. À un niveau macro, large ou méso, les communautés qu'on observe comme ça, ou qu'on essaie de comprendre leur fonctionnement, eh bien, l'agentivité, donc en anglais agency, c'est-à-dire ne peut pas être prise en compte. Par contre, à un niveau micro, quand on zoome, eh bien, on voit que dans ces communautés, au-delà du fonctionnement collectif, eh bien, on s'intéresse alors à cette agentivité ou agency des acteurs, aux itinéraires individuels, eh bien, et donc on découvre la capacité des personnes, des individus, des membres d'église, etc., à agir, à interagir par-delà les déterminismes qui font, comme disait Merleau-Ponty, qu'on peut être agi par des causes hors de soi. En fait, la gentivité, la gency, c'est la capacité à se conformer ou au contraire à celle de résister, de jouer ou de déjouer, de transformer, de refuser, de subvertir quelque chose qui est proposé dans la communauté. Donc cette échelle micro, où on va s'intéresser au parcours individuel à l'intérieur d'une communauté, eh bien, je pense qu'elle est très utile si l'on s'intéresse à la deuxième génération ou troisième génération des personnes d'ascendance africaine, où s'opère, je fais des affirmations qu'il faudrait démontrer, une individualisation, une diversification des choix en matière religieuse et une tendance parfois au non-alignement. Donc en choisissant cette échelle d'observation et à partir des divers contacts et des initiatives qu'on a pu réaliser dans le cadre de notre petit groupe de recherche, le CARES, qui ont été mentionnés juste avant, eh bien, ont émergé dans nos contacts, dans les relations naturelles qu'on avait avec les personnes, des profils spécifiques que j'ai appelés dans mon titre, donc, des figures de référence. On pourrait dire aussi, mais c'est pas ça, mais comme ça aide, des influenceurs. Mais évidemment, c'est plus subtil que les influenceurs, etc. On pourrait aussi évoquer des figures d'identification, mais dans les catégories sociologiques de Weber, Max Weber, on utilisera alors le titre de virtuose. Et je vais y revenir tout à l'heure dans les slides. Alors,
le deuxième décalage, je disais que je vais opérer un décalage. Là, on va s'intéresser donc à l'échelle d'observation micro, donc où les individus, les singularités apparaissent. Et puis le deuxième décalage, c'est non plus cette fois resserrer la focale, mais au contraire à l'élargir. Et il s'agit d'inscrire, alors je vais peut-être un peu choquer, mais peut-être ça viendra dans les questions, il s'agit d'inscrire les communautés chrétiennes noires, c'est mon a priori ici, donc je vais parler de, et c'est absolument pas péjoratif évidemment, du tout, et je fais pas de l'étiquetage, vous pouvez bien l'imaginer, je vais parler d'églises, comme on dit, black churches on dit en anglais, et on va traduire ici église noire. Eh bien, ces communautés chrétiennes noires, elles s'inscrivent dans un cadre plus large, qui est celui de la communauté noire. Et là, je pense que vous ne serez pas très content de ce que je dis, mais... Et donc, pour enlever le mot communauté noire, parce que tout de suite nous guette la menace du communautarisme, eh bien, le groupe représenté, c'est plus neutre, par des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, et là, je parle du contexte belge, donc en Belgique. Je viens de citer le titre d'une enquête sociologique des personnes originaires d'Afrique subsaharienne en Belgique, qui avait été commanditée donc tout récemment par la Fondation du Roi Baudouin, une enquête qui a été réalisée en 2024 et dont les résultats viennent de sortir en octobre 2025, donc il y a un mois, même pas un mois. Et donc on évoque dans cette enquête cette communauté noire, et donc on évoque pour la Belgique environ 450 000 personnes, soit presque 4% pour la population totale de Belgique. Et en 2016, une enquête assez similaire, alors c'est l'effet de comparaison entre depuis 2016 jusqu'à 2025, qui fait apparaître donc une progression de cette communauté. On serait passé de 250 000 à 450 000 pour une population belge qui stagne à 11 millions environ. Voilà, donc on est passé de 2,2% à 4%. Voilà, mais c'est pas tellement ça qui compte. Mais ces deux enquêtes, elles font apparaître des éléments sur la communauté noire au sens large, parce que parfois les personnes avec qui on travaille parlent de ma communauté chrétienne, et puis parlent aussi de ma communauté, et implicitement la communauté noire. Et alors, donc ces deux enquêtes en Belgique, mais qui convergent avec celle de 2017 et la toute récente de 2024-25, convergent avec toutes sortes d'autres enquêtes qui ont été faites notamment à l'échelon européen ou ici en France, etc., qui font apparaître une réalité tenace, c'est des expériences sociales communes de discrimination, d'oppression, de marginalisation, d'invisibilisation ou d'altérisation. Donc une expérience sociale partagée de discrimination, si vous voulez, subie en raison de la couleur du phénotype, la couleur de peau. Donc, mais c'est pas seulement ces éléments de discrimination. Par exemple, on parle de racisme systémique, donc de difficultés d'accès à l'emploi ou d'accès au logement à niveau de diplôme égal, etc. Mais ces enquêtes font aussi apparaître quelque chose qui nous intéresse là plus particulièrement. C'est une exception religieuse. Mais alors, elle est massive et elle n'est pas tellement étudiée par les personnes qui font ces enquêtes parce qu'ils ne sont pas très spécialisés sur le côté religieux. Et cette exception religieuse, donc, concerne l'appartenance et la pratique religieuse. Il y a un énorme différentiel par rapport à la population belge, la population totale, quoi, belge, et la population des afrodescendants ou des personnes d'ascendance africaine, auxquelles on poserait la même question. Donc, du côté des personnes noires, eh bien, 95% déclarent avoir une religion, 95%, et 5% pas de religion. Alors je détaille, c'est très intéressant, il y a plein de chiffres, c'est très très intéressant, mais je ne peux pas détailler ici évidemment. Et comment dire, mais c'est surtout la fréquentation c'est pas seulement l'étiquette religieuse. Oui, j'ai une religion, mais la fréquentation est massive. Donc, pour l'enquête de 2017, c'est encore plus clair. Pour la génération 1, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur le continent africain et qui sont venus adultes, c'est 68% qui va à l'église au moins une fois par semaine. 68%. Pour la génération
1,5, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés très jeunes, mais qui sont nés quand même sur le continent africain, c'est 62%. Pour la génération le G2, ceux qui sont nés en Belgique, curieusement, c'est plus fort. 72% disent qu'ils vont à l'église une fois par semaine au moins. Alors, vous voyez, c'est vraiment une exception. Alors, je prends parce qu'on ne trouve pas tellement de chiffres pour la population belge dans son ensemble, mais il y a une enquête qui a été faite en 2021, une enquête voilà, assez, très sérieuse, je vous passe les détails. Donc, qu'en est-il de l'appartenance religieuse? Pour les plus de 65 ans, ok, 56% déclarent avoir une religion. Et pour les moins de 25 ans, on est là à... pardon, je me suis emmêlé dans les chiffres, excusez-moi. Mais d'une manière générale, 77% des Belges interrogés déclarent ne pas appartenir à une communauté religieuse. Et parmi les 23% qui restent, des 77%, eh bien, seulement 1 sur 10 participe à la vie religieuse une fois par semaine. Est-ce que vous voyez l'énorme décalage? Donc, à quoi on peut s'attendre là? Donc, on peut se dire, on suppute que le référentiel religieux des personnes afrodescendantes, qu'elles soient arrivées adultes, immigrées, ou qu'elles soient arrivées jeunes, mais grandies quand même un peu en Belgique, ou qu'elles soient nées en Belgique, les personnes afrodescendantes, donc on peut supputer que le référentiel religieux va être extrêmement structurant. Au point que les communautés chrétiennes noires ne sont pas seulement une composante ou une caisse de résonance de la communauté noire, mais qu'elles seraient des matrices ou qu'elles seraient incubatrices pour la communauté noire. C'est-à-dire qu'elles joueraient un rôle orientant la communauté, les choix professionnels, etc., etc. Vous voyez un petit peu où je situe Alors, ensuite, dans mon titre, j'évoquais la notion de militance. Alors, justement, s'il y a une telle participation religieuse qui fait vraiment exception pour tout le reste, il y a, pour les jeunes, par exemple, la 2e, 3e génération, ils pensent parfois, souvent, ils raisonnent un petit peu comme les jeunes belges en général, mais là, cette exception religieuse est là très présente. Donc, l'aspect militant, alors un militant, c'est quoi? Qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions, qui défend activement une cause, une personne. Eh bien, il y a des recompositions militantes du croire lorsqu'on est en régime d'intensité religieuse. Et puis la militance, on peut la penser au pluriel. Il y a la militance religieuse qui renvoie à un régime de croire intensif et donc qui caractérise la population belgeo-africaine, et puis, ou belgeo-congolaise, puisque c'est quand même la majorité. Et puis il y a aussi l'afro-militantisme identitaire, donc la militance religieuse et puis la militance afro-militant. L'identité noire, la condition noire. Et puis, dissidence. Donc, pardon, pour la militance, cette militance religieuse et cette militance identitaire, afro-militante, comment ça s'articule? Est-ce qu'on peut parler d'une afro-culture religieuse? Alors, et puis le mot dissidence, eh bien, l'action ou l'état d'une personne ou d'un groupe de personnes qui, en raison de divergences doctrinales, se sépare d'une communauté religieuse, politique, philosophique, qui ne reconnaît plus l'autorité politique ou religieuse à laquelle il se soumettait jusqu'alors. Donc, parler de dissidence dans ce régime d'intensité religieuse, parler de dissidence, c'est évoquer un fait justement, quand on met dans le micro, des scénarios de sortie du christianisme. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille conjointement avec Christelle Zoning, qui est là, qui parlera cet après-midi. Et voilà, donc on investigue, on explore cette dimension des scénarios dans la 2e, 3e génération, dans ce cadre de ce régime de forte participation religieuse, des scénarios de sortie du christianisme ou de dissidence, etc. Donc des parcours individuels de non-alignement. Donc, il semblera, c'est les hypothèses que je pose, mais elles sont quand même bien étayées, à côté de ces scénarios de sortie du christianisme et donc de déconstruction religieuse, dans ce terrain religieux intensif, eh bien, il y a une recomposition du religieux dans les églises noires,
du religieux est donc transgénérationnel, un effet de mise à l'épreuve et de reformulation de l'habitus religieux et culturel initial qui a été transporté depuis le pays d'origine et hérité par la deuxième génération. Vous me suivez? Alors, pour nous aider, bon, je n'ai pas défini la notion d'afropéen, parce que j'ai pas le temps là, je vais rentrer directement. Alors, disons parce que c'était évoqué, participation religieuse afropéenne. Quand on dit afropéen, c'est pas très compliqué. J'avais tout un raisonnement là, mais évidemment, peut-être je peux préciser dans les questions. Quand on dit afropéen, c'est des personnes qui sont nées, qui sont d'ascendance africaine, mais qui sont nées sur le continent européen ou qui ont grandi en Europe. Qui fait que, alors c'est un concept souvent utilisé dans les milieux culturels, artistiques et littéraires depuis longtemps, de la communauté noire justement, mais c'est aussi un concept controversé. Donc, si vous voulez, un afropéen sur le plan un peu neutre, un peu général, presque, j'allais dire, bon, c'est une personne qui est née hors d'Afrique, un afrodescendant est né hors d'Afrique, qui descend de parents ou d'ancêtres d'origine africaine. Donc, mais une personne dite afropéenne, eh bien, c'est plus seulement une affaire comme ça biologique ou génétique d'ascendance africaine qui montre le phénotype, mais c'est quelqu'un qui est né en Europe et qui se trouve façonné par une double influence, celle de son vécu européen depuis l'enfance et l'héritage culturel africain transmis plus ou moins dans le cadre de la famille par ses parents ou dans certains milieux de socialisation comme l'Église justement. Et donc, être afropéen, c'est quelqu'un qui compose avec ce double vécu. Mais donc ce terme d'afropéen dresse une sorte d'espace symbolique, une expérience, une dynamique un peu créative. Se dire afropéen sans tirer entre afro et européen, c'est pas afropéen, mais c'est afro-européen, mais c'est afropéen. Eh bien, ça évoque l'idée que quelque chose est en train de s'inventer. Une combinaison originale, créative, qui relève au fond justement de cette agentivité des personnes. Non pas la juxtaposition de deux identités. D'un côté, j'ai une culture africaine héritée, et de l'autre côté, je participe d'une culture européenne, mais c'est ni l'absorption de la culture européenne de la culture africaine par la culture européenne, mais c'est une espèce de combinaison toujours créative, toujours inventée, mais c'est aussi une expérience sociale, c'est-à-dire être afropéen, alors qu'on soit afropéen ou qu'on soit d'ascendance africaine, qu'on soit né en Afrique ou qu'on soit né en Europe, eh bien, c'est la question du phénotype. On est assigné à l'étrangéité, à l'altérité. Et c'est la question que, à partir du moment où vous avez un phénotype noir, qu'on va vous poser au bout de la 3e, 4e génération, alors que d'où tu viens. Et quand on sait ça, on va s'empêcher de poser la question. Mais c'est rare qu'on arrive à tenir. Et on va dire, on va attendre que la personne nous dise, bah, finalement, d'où je viens. Bah oui, tu es noir, d'où tu viens? Est-ce que tu es antillais? Ou etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une expérience un peu traumatisante, un peu complexe. Mais dans l'afropéanité, c'est pas seulement cette expérience de la condition noire qui vous renvoie toujours à un ailleurs, mais c'est aussi cette expérience d'une identité qui se construit avec cette fusion en quelque sorte. Voilà. Alors, à partir de là, j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire en préliminaire, ce qui est déjà très long. Mais maintenant, on va prendre un exemple. J'ai encore un peu de temps. On va prendre l'exemple de quatre profils, puisque ce que j'ai appelé des virtuoses du religieux. Et là, maintenant, je vais essayer. C'est la deuxième flèche. Ok. Voilà. Alors, voilà. Alors donc, vous avez ici 4 profils, 2 dames. Donc, ce sont des figures émergentes dans le réseau des personnes avec qui on est en relation, qui sont porteuses de dynamiques de construction ou de déconstruction de cette afroculture religieuse dont je parlais. Alors, ce sont des figures référentielles, représentatives des champs de force qui opèrent dans la construction des référentiels de la communauté noire. Il y a 2 femmes de la G2, maintenant vous savez ce que c'est la G2, c'est ceux qui sont nés ici, en Europe. Elles sont dans les 20-25 ans, elles sont célibataires, donc elles influencent leur père, PAIR. Et puis 2 hommes, génération 1.5, c'est-à-dire nés sur le continent, mais en même temps
ayant grandi une bonne partie de leur adolescence en Europe, en Belgique, qui sont mariés, pères de famille, qui eux s'intéressent à des dynamiques plutôt de transmission. Alors, le point commun entre les quatre, c'est qu'ils ont une trajectoire religieuse, soit à l'intérieur des églises, soit en sortant du christianisme, qui est connectée avec une trajectoire musicale. On a évoqué le gospel tout à l'heure, c'est un point commun. Et puis deux, ces quatre personnes, qu'elles soient à l'intérieur ou qu'elles soient sorties des églises, elles sont issues de ces communautés chrétiennes à forte intensité dont je parlais, et que j'évoquais comme incubatrices, c'est pas très joli, j'expliquerai. Et puis elles sont au service, vraiment dans leur manière de se positionner, au service de la communauté noire. Alors c'est pas moi qui qualifie, qui étiquette ainsi, c'est un auto-étiquetage de personnes qui disent, voilà, je suis au service de la communauté noire. Mais tout ça, on pourra discuter évidemment dans les... Alors on va faire connaissance avec la première. Alors oui, je vais simplement évoquer très vite cette figure du virtuose, du virtuose religieux. C'est Max Weber qui la développe. C'est moins connu que d'autres éléments de Max Weber. Donc, c'est une sorte de qualification religieuse alternative. Donc, qui est caractérisée par un investissement très fort dans l'objet et la poursuite de l'excellence, quantitatif ou qualitatif. Donc, un virtuose religieux, c'est quelqu'un qui a donc une qualification religieuse inégalée par rapport à celle d'autres personnes. Donc, je ne sais plus vers où il faut que je bip. Voilà. Donc, en parlant de virtuose religieux, on a un concept de religiosité intensive, celle que j'évoquais tout à l'heure sur les communautés, et puis des différences de qualification. Une religiosité de virtuose, eh bien, s'oppose à une religiosité de masse. Ceux, dit Weber, qui n'ont pas l'oreille musicale pour la religion. Mais la religiosité de virtuose est souvent combattue par l'Église, enfin au sens weberien, qui s'efforce d'organiser la religiosité de masse et qui est un petit peu dérangée par ces virtuoses du religieux qui sont un petit peu incontrôlables. Parce que l'Église, la communauté institutionnelle, les pasteurs, les prêtres, tout ce que vous voulez, tendent à monopoliser et à vouloir distribuer sur un mode officiel et cadré les biens religieux, les biens de salut, comme on dit en sociologie. Mais les virtuoses, et après, il n'y a plus de notion théorique, les virtuoses bénéficient d'un prestige social. Et les quatre personnes que j'ai évoquées là ont une réputation dans leur communauté de référence. Et eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas imiter forcément le virtuose, on n'est pas capable de l'imiter dans son excellence, dans son engagement, mais il va avoir une influence. Tout ça, c'est des mots de Max Weber, et voilà, je passe les détails. Donc, on a bien affaire avec les quatre personnes que j'ai évoquées à des virtuoses au sens weberien, qui vont influencer, impacter la communauté de référence. Et alors voilà, on arrive maintenant, donc la première, rapidement, je vais passer sur un certain nombre de slides. Donc voilà, Kirafiki Mbog, donc c'est une influenceuse qui se définit ex-chrétienne, virtuose de la déconstruction religieuse. Alors ça peut être intéressant d'entendre, justement, on est à l'échelle micro, ces courants contradictoires qui s'opèrent à l'intérieur des communautés, ce qu'on d'habitude on ne va pas tellement voir. Donc Kirafiki a grandi dans une église évangélique, membre de la chorale, elle a été baptisée à 15 ans, et elle est sortie du christianisme à 25 ans. Et elle parle beaucoup de déconstruction religieuse. Alors, c'est une artiste chanteuse, elle a fait un premier album qui montre un peu des influences, des emprunts, on va dire, à son africanité. Voilà, je passe. Ce qui est plus intéressant, c'est que après sa déconstruction religieuse, qu'elle va détailler dans ses blogs, dans une chaîne YouTube, etc., eh bien, elle va faire une proposition spirituelle africaine alternative. Vous voyez, les communautés chrétiennes noires, de la communauté noire, génèrent des figures inattendues. Et si on s'intéresse à ce que deviennent nos églises,
mosaïque qu'on essaye de comprendre, d'échanger. Il faut comprendre, en zoomant à l'intérieur des communautés, qu'il y a toutes sortes de mouvements, toutes sortes de transformations qui sont en train de s'opérer. Donc, alors, bon, sa déconstruction, comment elle la met en parallèle avec son itinéraire musical. Alors, la musique m'a aidé dans mon processus d'émancipation spirituelle, car en m'autorisant à être l'artiste que je suis, je me reconnectais à ma personne. En grandissant dans un milieu évangélique et faisant de la musique, c'est comme si mon art m'appartenait pas et qu'il devait être validé par la communauté pour que mon Dieu s'y retrouve, qu'il soit glorifié, comme on disait. Comme on disait, ça veut dire elle n'y est plus. Puis j'ai laissé la musique être le lieu où je pouvais m'autoriser pleinement à être moi, et ce fut libérateur. Donc, Kira Fiki fait la publicité sur sa page d'un entretien qu'elle aura avec un rappeur chrétien, Mike Shining, connu dans le milieu gospel, et qui présente une émission, c'est un autre influenceur qui arrivera, la Zone Shining. Et le titre de cet entretien, voilà comment elle se définit, conversation avec une ex-chrétienne. Mais regardez ce qu'elle dit, et regardez ce qu'elle dit de la déconstruction religieuse. Alors, là je passe, elle a des titres un petit peu provocants, des thèmes religieux, des questions éthiques sensibles, mais qui montrent qu'elle a une très bonne connaissance des prédications conservatrices qui s'opèrent dans les églises qu'elle a fréquentées ou qu'elle a fréquentées. Mais pour nous qui sommes un peu familiers, alors voilà, par exemple, elle a des postes déconstructionnistes. 2021, c'est un peu ancien, mais il y en a d'autres plus récents. Pensez pour les familles qui ont été détruites par le sectarisme de certaines églises. Pensez pour les enfants négligés à cause du temps que les parents passaient à l'église. En parler dérange, mais vous n'êtes pas oubliés de tous. Je vous souhaite la guérison. Un autre. Il y a vraiment une chose que j'ai apprise de ma maman, que je ne laisserai pas, c'est la prière. J'ai une reconnaissance envers la vie et une conscience des forces qui m'accompagnent. Donc, certaines données spirituelles, la prière notamment, est très très présente dans le parcours de Kira Fiki. Beaucoup de démons, dit-elle, sont enfantés dans l'ignorance. Regardez les belles formules. Ils se nourrissent de la peur, ils survivent par la croyance, ces démons se chassent par la connaissance. Je suis allé dans trop d'églises pour savoir que les afrodescendants peuvent s'organiser. Maintenant, il faudrait que ces organisations sortent du colorblindisme et aient un cœur pour les afrodescendants. Quoi qu'il arrive, le focus est sur la reconstruction, la restauration et la guérison de nos communautés. Donc, elle est à la jonction entre la communauté chrétienne et la communauté noire. Voilà. Mais regardez maintenant ce qu'elle dit. Un de ces vidéos. Comment on élit les personnes qui vont enseigner la Bible? Résumé, la Bible n'est pas descendue du ciel, les pasteurs non plus. Critique des pasteurs autoproclamés qui se déclarent inspirés par le Saint-Esprit sans formation particulière. On va choisir, je la cite, on va choisir les personnes qui vont enseigner le livre par rapport à la vision qu'ils ont de ce livre. Si dans ta tête ce livre descend du ciel, eh bien si une personne descend du ciel pour te l'enseigner, tu vas l'accepter. Si on prend en compte que ce livre c'est de l'histoire, l'intervention de plusieurs hommes, de plusieurs époques, comme ce n'est pas un livre qui est descendu du ciel et qui a une histoire aussi. Il y a des pages et ce n'est pas fait en peau d'ange. C'est un livre, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mots, c'est des personnes qui ont écrit ce livre. Donc cela va au-delà du domaine du surnaturel, du spirituel. C'est un livre qui a une histoire sur la terre. Et donc il faut pouvoir l'aborder dans tous ses aspects. Je suis sûr que vous êtes à peu près d'accord avec ce qu'elle dit, pour certains. Peut-être. Il y a très peu de personnes, dit-elle, dans les églises aujourd'hui qui connaissent véritablement ce livre. Elles vont utiliser la Bible, non pas se baser sur la Bible pour faire passer leur message. J'utilise un verset comme ça que j'ai ramassé, qui colle parce que je suis en train de dire à ce que je suis en train de dire, au lieu d'avoir l'honnêteté de dire, c'est mon expérience, ça va devenir, Dieu a dit que, vous devez, nous devons. Vous voyez, cet esprit critique, cette déconstruction dont elle parle, finalement, à certains égards, on la trouve assez saine. Et on se dit, dans les milieux des communautés chrétiennes noires, eh bien, s'opèrent aussi des lectures critiques, des prises de distance. Et voilà. Alors, elle a subi une certaine discrimination. Il va y avoir un rejet des gens qui ont vraiment étudié. On va les traiter comme des sorciers, comme si elle cherchait, les personnes, à semer la confusion. Elle s'en défend. Il ne suffit pas d'une descente du ciel pour comprendre le livre ou pour le connaître. La Bible, c'est pas un livre chrétien. Ce qu'elle voulait dire là, c'est que il y a toute une histoire qui précède le christianisme. Voilà. Alors, on en a fini avec Kira Fiki. On voit un deuxième. Celui-là est plus rassurant pour nous. C'est Mike Shining. Alors, lui, c'est un médecin généraliste. Ça vous montre aussi, l'idée, c'est de vous montrer la richesse des communautés. En passant à l'intérieur des communautés dans cette échelle micro,
on ne regarde plus seulement à l'extérieur, mais on regarde la richesse des parcours. Donc, alors, artiste rap gospel, il est animateur d'une chaîne YouTube. Je ne suis pas militant de la cause africaine, mais je suis militant dans la foi. Son objectif, transmettre le message de l'évangile avec ses valeurs. Là, on est rassuré. En plus, il est fils de pasteur. Au fur et à mesure des idées, des concerts, je me suis dirigé vers le rap gospel. Étant fils de pasteur, j'ai grandi à l'église, j'ai beaucoup écouté du gospel et chanté dans des chorales. Mais j'ai traversé une grosse crise identitaire, étant noir, vivant en Europe et n'ayant pas connu l'Afrique dans les milieux belges, j'étais considéré comme le noir étranger, c'est-à-dire d'où tu viens, et dans les milieux congolais, j'étais le blanc. Donc je n'étais nulle part chez moi. Tu vis le racisme dehors, mais quand tu reviens vers les personnes qui sont censées être les tiens, ils ne t'acceptent pas. Lors de mon séjour d'1 an au Japon, j'ai pris conscience que je suis clairement les deux. Là, on est vraiment dans l'afropéanité. Je suis afro-européen. À l'époque, c'est en 2016. Alors, on va voir juste... alors, c'est là que la vidéo essaye d'entrer en jeu. Les paroles sont à gauche. Donc, vous voyez, là, il revendique une présence chrétienne dans sa ville. On l'assigne à être d'ailleurs, etc. Mike Shining, donc, il est un médecin, artiste, rappeur, animateur réseaux sociaux. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait dialoguer ceux, donc, qui Rafiki, vous la voyez en bas à droite. Et donc, par exemple, il aborde en mai 2023 Jésus versus les spiritualités africaines. Et donc, il évoque ce que j'évoquais tout à l'heure, un exode de l'Église vers les spiritualités africaines parmi les jeunes afrodescendants. Comment expliquer ce phénomène? Donc, il aborde cette question des sorties du christianisme. Et il l'aborde avec deux autres personnes. Donc, vous en connaissez une déjà, Kirafiki. Vous allez voir maintenant Momi, qui est à droite, en haut. Et alors, je passe, et Momi, le voici. Troisième personne. Voilà. Alors là, Momi, c'est des virtuoses. Hein. Il est tellement incroyable que je ne peux pas détailler tout ce qu'il produit. C'est-à-dire que lui, pareil, il arrive ado en Europe, donc il est génération 1.5, et jusqu'en 99-2000. Donc, il est engagé dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles, qui est une église très connue. Et il avait le projet d'apporter l'évangile autrement et très influencé par la culture hip-hop. Alors avec des amis, il crée un collectif de rappeurs, mais c'était mal vu, ils sont passés pour des rebelles, ils sont mis au banc et chassés de l'église. C'était un dimanche, on venait de chanter avec la chorale, le pasteur a dit, ces gens-là qui vont faire de la musique à l'extérieur, soit ils arrêtent et ils reviennent dans les rangs et on les garde dans le ministère à l'église, soit s'ils continuent, eh bien vous les mettez dehors. Donc c'était dit publiquement, alors il quitte l'église. Et alors il dit que voilà, il y a son témoignage, voilà. Et à partir de là, il entame une rupture avec le christianisme, rupture avec l'Église, rupture avec le christianisme. Dieu n'a pas protégé mes ancêtres. Le christianisme, par son modèle impérialiste, a aussi apporté la culture de l'impérialisme et du génocide. Les peuples européens sont allés commettre des génocides au nom de Dieu partout où ils sont partis. Dieu n'est jamais venu leur dire « Stop, arrêtez-vous, vous faites des choses mal, ce n'est pas en mon nom ». Pourtant, on nous a toujours dit que Dieu est tout-puissant, etc. Alors là, une argumentation... Ok, pourquoi ce Dieu-là n'a pas fait de miracle, comme on le dit dans la Bible, pour eux? Est-ce que Dieu est xénophobe? Est-ce que Dieu est négrophobe? Est-ce que Dieu n'entend pas les Africains? Ou alors, est-ce que ce Dieu n'existe pas? Donc, c'est un influenceur dans la communauté noire actuellement. Alors, vous pouvez évidemment ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. Je me suis dit, je ne peux pas continuer à confier ma vie, mon existence dans une entité, un, qui n'a pas protégé mes ancêtres, deux, qui n'a pas protégé mes pères de la colonisation, et trois, qui ne résout absolument aucune problématique de ce qui touche à l'Afrique. Mais, voyez, Mike, qui est le rappeur bien à l'intérieur, invite Momi et invite Kirafiki à dialoguer. Donc, ils sont des figures de... Oui, c'est vrai, je m'arrête. Alors, Momi, donc, il écrit des romans, il écrit donc ce qu'on appelle l'afrofuturisme, des récits de science-fiction. Alors, il en est déjà à 6. Alors, il dit qu'il n'est pas afropéen. Alors, c'est un éducateur afrocentré qui impacte, qui oriente les jeunes. Il donne des cours d'histoire africaine et décoloniale dans une association. Il participe à des podcasts communautaires et il fait des conférences, etc. Et vous le voyez en bas avec la transmission, je dis, il y a cette idée de transmission. Alors, donc là, je passe une citation normale. La quatrième, je ne vais pas présenter, c'est une artiste gospel belgeo-togolaise qui a fait 3 clips. Un premier clip qui
qui se passe, qu'elle a composé en 2019, qui est tournée dans le port d'Anvers. Ça renvoie un peu à l'histoire coloniale et la mondialisation, le port d'Anvers. Hein. Voilà, avec vous voyez alors. Et le thème de cette chanson, bon, on va pas l'écouter ici. Il savait déjà, voilà. Donc, elle développe une géographie imaginaire. Premier point, c'est je viens de cette histoire-là et il faut que je trouve ma destinée. Alors, elle est très croyante, hein, voilà. Après, le deuxième clip, eh bien, c'est un référentiel cette fois noir américain. Et là, elle se rêve être une artiste noire américaine, afro-gospel, et on va la voir là. Ça va aller très vite, un peu plus. Vous voyez, on a l'impression qu'elle sort d'une série américaine, voilà. Donc ça, c'est... Ok, je passe. Troisième clip. Comment je vais me positionner? Est-ce que je me positionne, voilà, où je suis? Quelle est ma destinée comme afro-descendant, comme afropéen? Eh bien, est-ce que peut-être je vais me projeter chez les Nord-Américains, ou alors je vais peut-être retourner en Afrique. Et elle fait un troisième clip qui est cette fois donc Back to Africa, retour aux sources africaines. C'est tourné au Togo, etc. Voilà. Alors on voit bien qu'il y a une recherche d'essayer de se définir par rapport à ce triangle Europe, Amérique du Nord et Afrique de cette condition noire. Je passe. Alors, la mise en évidence, et je termine là, de ces 4 figures de virtuoses et du rôle qu'elles jouent comme figures d'identification n'est pas une construction artificielle. Elles sont apparues comme telles sur le terrain d'observation dans le réseau CARES. Et chacune construit sa propre trajectoire en la racontant. Donc, on pense à l'identité narrative de Paul Ricoeur parce que les 4 que j'ai évoqués se racontent, disent où ils sont, ce qu'ils font, et ces virtuoses donnent à leur trajectoire une valeur référentielle. Ils balisent un espace indiquant des bifurcations possibles. Et en bas, vous voyez, regardez, en bas à gauche, c'est le public des formations que Momi donne. Vous savez, l'afro-militant, sur l'histoire décoloniale, etc. Et à droite, c'est les jeunes filles qui tournent les clips avec Leslie Saboté, celle qu'on vient de voir. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu les mêmes. Donc, ce sont des influenceurs. Et les afro-descendants, les afropéens de la deuxième génération, sont balisés, leur parcours, leur réflexion sur où je suis, qui je suis, est balisé par ces figures de référence. Voilà. Et donc à l'intersection de plusieurs systèmes de sens, ces 4 virtuoses incarnent des postures d'engagement ou de désengagement, d'alignement ou de désalignement par rapport aux injonctions communautaires. Donc il y a des injonctions communautaires à l'intérieur des églises, ou l'injonction de la communauté noire, ou alors des injonctions sociétales. Voilà ce qu'on... voilà. Donc cette relativisation des régimes de vérité à laquelle il participe ouvre des espaces de définition de soi, de la G2, prises dans des champs de force entre référentiels concurrents du fait de leur double culture. Alors, je vais juste lire quelque chose. Les virtuoses au service de la communauté noire contribuent tout à la fois à forger l'esprit de résistance, c'est-à-dire, oui, il faut s'équiper quand on te renvoie toujours à l'altérité, et il faut s'équiper, il faut résister, il faut penser comment je me situe, et en même temps, face à ces assignations sociétales, d'où tu viens, tu n'es pas vraiment d'ici, mais en même temps, ces figures de référence stimulent l'inventivité afropéenne pour réaliser sa destinée. Donc, on peut évoquer donc une condition afropéenne qui se caractérise par des expériences sociales communes de discrimination, d'oppression, de marginalisation, d'invisibilisation, d'altérisation, mais aussi qui se formule à travers des mobilisations et des luttes qui performent un nouvel imaginaire combinant européanité, africanité et œuvrent pour un élargissement du signifiant racial, noir ou occidental. Et je termine avec cette slide. Donc ici, la communauté religieuse ici, c'est ça que je voulais essayer de commencer à montrer. La communauté religieuse ici n'est pas seulement une caisse de résonance, comme je disais au début, mais elle est bel et bien un incubateur, une matrice complexe, qui a généré ces figures de virtuoses. Donc certains de ces virtuoses sont des figures d'alignement créatif, on reste dans la communauté chrétienne, mais on trouve un chemin un peu original, on invente aussi une manière d'être dans notre afropéanité. Et puis d'autres sont des figures de non-alignement, de déconstruction critique. Mais en écoutant ce que disait Kirafiki, ce qu'écrivait Kirafiki,
vous avez vu que sa critique interne était relativement pertinente. Donc on peut se dire, que vont devenir ces communautés quand on zoome à l'intérieur à une échelle micro? On voit qu'il y a toute cette diversité. Et donc, ces forces, ces champs de force qui sont là, et à partir desquels, ces figures de référence de virtuoses, à partir desquels les jeunes Afropéens, puisqu'ils pratiquent beaucoup sur le plan religieux, à partir desquels, on a dit ça, c'était la caractéristique, eh bien, quelles sont d'être les évolutions? Et alors là, on peut observer un certain nombre de choses, mais j'ai plus le temps, mais je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Je vous prie de m'excuser du côté un peu brouillon et de, voilà.